Bienvenue dans Entre deux obstacles, le podcast qui vous emmène au cœur du monde équestre. Je suis Alice, passionnée d'équitation et cavalière ayant renoué avec sa passion après 20 ans d'arrêt. À travers ce podcast, je partage avec vous mes découvertes, mes apprentissages, mes rencontres et mes réflexions autour de l'univers du cheval. Que vous soyez cavalier débutant, confirmé ou simplement curieux, j'espère que ces échanges vous inspireront. Allez, en selle, c'est parti pour un nouvel épisode d'Entre deux obstacles. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre deux obstacles, le podcast où l'on explore le monde équestre à travers ceux qui le font vivre. Aujourd'hui, je suis avec Alexia Laval, Community Manager et fondatrice de Your Good Com. Elle accompagne les entrepreneurs équestres dans leur communication afin qu'ils créent une présence en ligne authentique, alignée et efficace pour trouver des clients sur Instagram et vivre à 100% de leur activité. Bonjour Alexia, merci d'être avec moi aujourd'hui. Merci Alice pour l'invitation. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Je vais te poser une question que je pose un peu à tout le monde. Peux-tu te présenter et nous raconter ton parcours jusqu'à devenir aujourd'hui community manager? Bien sûr, je vais essayer de faire ça de manière assez synthétique puisqu'il est parti un petit peu dans tous les sens, mon parcours. D'abord un parcours classique, donc un bac littéraire, un BTS, une licence tourisme de montagne. Mais je trouvais pas trop de sens à ce que je faisais. J'avais besoin de quelque chose de plus aligné, de plus dans le monde du cheval. Donc au moment du Covid, j'ai eu une illumination. J'ai trouvé la formation accompagnatrice de tourisme équestre, donc jusque-là, toujours pas en rapport avec ce que je fais aujourd'hui. Mais du coup, j'ai fait cette formation, j'ai découvert, l'accompagnement de développement durable équestre, dans lequel du coup, je me suis inscrite pour ouvrir un jour ma structure de tourisme équestre. Et puis finalement, dans cet accompagnement, du coup, où il y avait beaucoup d'entrepreneurs équestres, je les aidais, pour leur com, je leur donnais des conseils Insta et pour moi, ça me semblait, inné, tout le monde le savait et au final, pas du tout. Et on m'a dit: «Alex, tu notre community manager officiel» et à ce moment-là, vraiment, je me suis dit: «C'est quoi un community manager?» Donc voilà d'où je pars. Donc j'ai vraiment tapé sur Google, comme beaucoup de mes clientes d'ailleurs, community manager définition pour savoir ce que c'était et là, je me suis dit: «Oh waouh, mais finalement, c'est tout ce que j'ai toujours voulu faire». C'est travailler dans la communication et surtout la mise en lumière de personnes qui font des métiers, dans le bien-être équin, finalement, puisque j'avais envie de porter aussi la voix du bien-être équin à ma manière du coup sur Instagram et de parler, d'une certaine façon au nom des chevaux, qui peuvent pas forcément le faire, en tout cas pas sur Insta. Et donc je me suis formée puisque je me suis dit: «Être à l'aise sur Instagram et en faire son métier, c'est un autre monde». Donc j'ai fait la formation, devenir CM en novembre 2022. Donc ça a duré 3 mois, du coup j'ai fait ça en parallèle de mon CDI. À ce moment-là, j'avais changé de voie. J'étais réceptionniste, j'avais pris un job alimentaire à côté de chez moi avec la petite sécurité, mais au bout d'un moment, le train de vie, boulot, métro, dodo m'a vraiment très fortement ennuyée et donc en janvier 2023, je démissionne parce qu'on veut pas me faire de rupture conventionnelle. Ça ne m'a pas arrêtée, au contraire, je me suis dit: «Bon, bah, c'est pas grave, au moins ça va m'obliger à sortir les rames, on va dire et à y aller à 100 et donc en janvier 2023, j'ai créé ma micro-entreprise que j'ai appelée, Your Good Com, en hommage du coup au nom de ma jument, qui s'appelle Good Day, mais je pense que ça, on en parlera, après. Donc c'est vraiment en fait une découverte un peu par hasard du métier de community manager, le fait d'avoir aidé les personnes avec qui tu étais et d'un coup se dire: «Ah bah, en fait, ouais, ça m'intéresse et qu'est-ce que c'est?» Tout à fait. En fait, j'ai toujours eu cette volonté de travailler dans la communication. Déjà, quand j'étais en licence, j'étais en alternance dans un camping et du coup, ils avaient pas de page Instagram et je me suis dit: «Mais enfin, si vous voulez qu'on vous connaisse, en plus un camping, c'est très «instagrammable» entre guillemets, enfin, il y a plein de choses à mettre en avant, ça fait voyager les gens». En fait, moi, j'ai toujours voulu travailler dans un domaine qui faisait rêver les gens un peu et leur faire passer un bon moment, d'où mon orientation dans le tourisme, puisque je me suis dit que dans le tourisme et ben, en général, c'est pour passer du bon temps. Et du coup, je m'étais mise à créer la page Instagram un peu comme ça avec mes propres connaissances. Et puis je me disais: «Purée, si je pouvais vivre de ça serait incroyable». Mais à ce moment-là, déjà, il y avait une moins grande reconnaissance aussi de ce genre de métier. C'était plus, on fait quelque chose, enfin, on le fait en plus de son job de réceptionniste, mais c'est pas un travail de, faire des publications Instagram, Facebook et de réfléchir à toute une stratégie. Enfin, en tout cas, à ce moment-là, c'était un peu moins le cas. Alors qu'aujourd'hui, ça a évolué, mais oui, je suis tombée sur le métier plutôt par hasard. C'est vraiment ce petit message, qui a vraiment fait toute la différence. J'ai vraiment senti comme la petite ampoule s'allumer, au-dessus de ma tête
Et comme quoi, des fois, on a l'impression que les mots ont pas trop d'importance, mais cette phrase-là, pour moi, en tout cas, elle a changé, clairement ma vie. Et donc tu nous parlais, tout à l'heure de ta jument. Comment est-ce que tu as cette relation avec ta jument? Tu as cette relation avec le monde équestre? Tu nous disais aussi rapidement tout à l'heure que tu voulais mettre en avant ce côté-là via ton travail. Qu'est-ce qui vraiment, dans cette passion, t'a dit: «Voilà, c'est ça que je veux aider les petits entrepreneurs dans le monde équestre et pas les grosses structures», par exemple? Alors déjà, bah, c effectivement, ça a commencé quand, bah, j'ai commencé à monter à cheval comme beaucoup de personnes, quand j'étais toute petite, en club, pendant des années. Après, j'ai commencé à vouloir évoluer, du coup, j'ai eu des chevaux en demi-pension et évidemment, depuis que j'étais petite, mes parents m'ont toujours dit qu'à chaque anniversaire et à chaque Noël, dès qu'ils me disaient: «Qu'est-ce que tu aimerais comme cadeau?» je disais toujours: «Un cheval, un cheval, un cheval» et la persévérance, dont j'ai fait preuve a porté ses fruits puisque, à mes 20 ans, en fait, j'ai eu Good Day. Et mes parents ont fait ce choix de réaliser mon rêve et en fait, à ce moment-là, Good Day, venait de naître dans mon écurie, là où je montais. C'est en ayant eu Good Day que j'ai dû remettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en question, en perspective. Finalement, c'était pas si facile aussi d'avoir son propre cheval. On est confronté à pas mal de choses et en la débourrant, en faisant tout plein d'étapes avec elle, je me suis rendu compte que j'avais envie de lui offrir la meilleure vie. Donc j'ai commencé à m'entourer de, professionnels vraiment dans le bien-être, que ça soit même des professionnels qui sortent un peu, on va dire, de l'ordinaire. Évidemment qu'elle avait un suivi ostéo, vétérinaire et cetera, mais j'ai commencé à m'intéresser à la naturopathie, au shiatsu, à tout ce qui était soins énergétiques, enfin, à des pratiques un peu plus, «mystiques» entre guillemets, enfin qui sortent un peu du lot et je me suis rendu compte en rencontrant ces personnes que c'était incroyable, en fait, ce qu'elles faisaient et qu'il y avait pas assez de monde qui connaissait ça et les grosses structures, ça a jamais été trop, trop mon truc puisque, en tout cas, par mes expériences passées, j'ai travaillé dans des grosses structures et c'était clairement la rentabilité avant le bien-être des chevaux. Je dis pas que c'est le cas de toutes les structures, heureusement, mais en tout cas, moi, j'avais pas spécialement envie d'aller dans cette branche-là et je préférais justement aider des petites entrepreneurs comme moi à vivre de leur passion. Puis, je me reconnaissais vachement plus. Puis, c'est aussi le fait d'avoir baigné un peu dans cet accompagnement entouré de petites entrepreneurs que je me suis dit: «Mais en fait, c'est avec elles que j'ai envie de travailler». Je connais vraiment leur réalité, leurs problématiques, leurs besoins, leurs objectifs et du coup, je me suis dit: «Je pense que je peux leur apporter beaucoup plus de choses qu'à une grosse structure qui va, peut-être aussi un peu moins reconnaître, ce que je peux leur apporter». Enfin, j'avais besoin d'un pied plus d'égalité. J'ai jamais aimé en fait, devoir respecter juste des règles parce que c'était des plus grandes personnes que moi, des plus grands patrons et cetera. Donc, je pense que je me suis tout naturellement orientée vers des personnes qui me ressemblaient et à qui je pouvais m'identifier. Et alors, quelle a été vraiment la première expérience significative que tu as pu avoir, avec les réseaux sociaux? Ça, c'est une bonne question. Déjà, au moment où j'ai fait ma formation devenir CM, donc pour devenir community manager, c'est l'abréviation. Évidemment, il a fallu que je me fasse un peu la main, puisque entre la théorie et la pratique, c'est quand même différent. Il y a plein de choses qu'on sous-estime en fait dans le métier. Il y a plein, plein de choses cachées, on va dire, du métier. Et donc, j'ai commencé à me dire, bon, bah, je vais déjà le faire à titre bénévole, histoire de me faire la main. Donc, à ce moment-là, c'est ma coach avec Good Day qui m'a parlé de l'association dont elle faisait partie, qui s'appelle Jump Ethic. Donc, le but de cette association, en fait, c'est de montrer que le bien-être des chevaux et leurs besoins fondamentaux ne sont pas du tout incompatibles avec l'aspect compétition, comme on peut souvent, le voir malheureusement. Et déjà là, je me suis dit: «Ah ça, c'est une association qui veut faire les choses différemment». Du coup, j'ai pris un peu j'ai pris le contrôle de leur réseau en partenariat avec elle et en fait, au bout de 2 mois, la présidente, qui à la base était pas trop, trop orientée réseau, m'a dit: «Écoute, on a doublé le nombre, d'adhérents en 2 mois». Enfin, il y avait déjà des chiffres, concrets. Même, ça se voyait qu'il y avait du coup un engouement. Enfin, du coup, avec les idées que je pouvais apporter, je leur ai dit: «Ah, ça pourrait être chouette qu'on présente, par exemple, certains des cavaliers qui font partie pour donner envie à d'autres de s'identifier, de nous rejoindre finalement». Donc je pense que ça a été la première expérience, significative, en tout cas dans le monde du cheval, que j'ai pu vivre et donc ouais, ça c'était au tout début, donc février 2023, il me semble. Donc depuis tout à l'heure, on parle du fait d'être community manager, de communication, mais comment est-ce que tu définirais justement la communication digitale pour quelqu'un qui sort d'une caverne et qui ne sait pas ce que c'est? Bah, je pense que je lui dirais que c'est le fait de se faire connaître, du coup, sur internet. En gros, c'est de pouvoir rayonner à une large échelle et pas seulement, localement en mettant des affiches ou des choses, du coup, qu'on peut voir. Je pense que c'est comme ça que je le définirais, c'est d'essayer de ouais, d'avoir une communication à grande échelle, sur internet.
Et alors donc toi, tu te spécialises sur Instagram, au niveau de tes accompagnements, mais est-ce que selon toi, tous les réseaux se valent par rapport à une marque ou pas? Alors oui, mais ça va toujours dépendre de la cible qu'on a, je pense. En fait, je me suis orientée vers Instagram déjà naturellement parce que j'adorais Instagram, de base. Enfin, le fonctionnement, je trouvais ça hyper intuitif et vachement, enfin, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié plus que Facebook. J'ai toujours trouvé ça un peu plus, neuf. Enfin, voilà, je sais pas trop comment le dire autrement, mais je pense que ça va dépendre de la cible puisque, par exemple, quelqu'un qui travaillerait que avec des pros, LinkedIn va être vraiment très intéressant. Alors que là, dans le monde du cheval, moi, les clientes que j'accompagne, en tout cas, elles travaillent souvent avec des particuliers et on voit de plus en plus de comptes, Insta-poney, enfin, moi, j'aime bien appeler ça comme ça. D'ailleurs, j'en ai moi-même un et je pense que c'est aussi ça qui m'a lancée, c'est de faire un compte pour Good Day et surtout pour partager, en fait, nos aventures, partager, bah, les pros justement qui nous accompagnaient, partager nos expériences, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes. Parce que moi, je trouve que ça, c'est très important de partager la vraie vie aussi sur Instagram et pas se dire, non, mais ça, c'est instagrammable, ça l'est pas, donc je vais pas le raconter, puisqu'on est tous des humains et on a tous des bons et des moins bons moments. Mais, je pense que ça dépend vraiment de la cible, et de ouais, de ce qu'on en attend. Après Facebook est quand même intéressant aussi, surtout sur l'aspect, local avec les groupes et cetera. Mais il y a aussi beaucoup d'astuces sur Instagram pour trouver du monde en local et ça souvent on le sait pas, parce que c'est moins intuitif, mais pour moi oui, tous les réseaux peuvent se valoir, mais ça sert à rien d'essayer d'être sur tous juste pour être sur tous parce que enfin, selon moi en tout cas, il vaut mieux mettre, 100 d'efforts au même endroit, donc par exemple sur Instagram, que, 20 sur TikTok, 20 sur Facebook, 20 sur, Insta et cetera. Parce que ça va aussi augmenter la charge mentale, sachant que c'est pas les mêmes formats. Sur LinkedIn, ce qui va fonctionner va pas être la même chose que sur Instagram. Bon, Instagram et Facebook, pour moi, c'est plus ou moins similaire et ce que je poste sur Instagram se met toujours sur Facebook pour quand même doubler la visibilité. Mais TikTok, pareil, ça va pas être forcément le même type de format, c'est quand même du plus court, consommable, faut que ça aille vite, faut en poster beaucoup. Donc ouais, se poser les bonnes questions avant de se lancer juste parce qu'il faut que je sois visible et donc je me mets, partout, en même temps. OK, donc en fait, on choisit en fonction de sa cible et du type de format et de contenu qu'on veut partager. C'est ça, parce que quelqu'un qui n'est pas du tout à l'aise avec le format vidéo et le montage, c'est peut-être pas la peine de se lancer sur TikTok, ça va être, hyper, chronophage et à chaque fois on va peut-être se sentir nul et c'est pas le but. Pour moi, c'est la communication qui doit être au service de l'entreprise et de l'entrepreneur du coup et pas l'inverse. Et alors selon toi, quand on débute justement, sur les réseaux, quels sont les pièges fréquents qu'on peut rencontrer? Je pense que déjà la première chose, c'est que pour rester authentique et aligné, c'est déjà de faire des choses qui nous plaisent quand même, même si évidemment il y a l'aspect stratégie et cetera. Mais des fois, j'ai des personnes en appel découverte qui me disent: «Oui, mais je me force à mettre, 3 posts toutes les semaines, j'alterne entre carrousel, réel, post, nanani». En fait, on se force pour rentrer dans le moule, mais au final, ça nous ressemble pas. Ou alors on va se forcer à faire un réel face caméra, mais au final, on ça se voit que c'est pas hyper naturel et qu'on n'est pas à l'aise et du coup, ça donne pas spécialement envie aux gens non plus de faire appel. Donc en fait, ça va plus desservir les gens que leur servir. Je pense que le piège, c'est d'essayer de trop se conformer au moule et oublier ce qui nous, on est à l'intérieur de nous et de faire des choses qui nous ressemblent. Et si c'est vraiment trop délicat, pas hésiter effectivement à se faire accompagner pour juste avoir de l'aide. En fait, comme moi, par exemple, je l'ai fait dans plein de domaines depuis que je suis entrepreneur. Des fois, je me rends compte qu'il y a un truc qui coince et j'ai envie de progresser. Bah, du coup, je vais me faire aider plutôt que de galérer et d'essayer d'être à 100% en autodidacte. C'est une perte d'énergie finalement et de temps. Oui, et puis ne pas se perdre aussi, effectivement, faire des choses qui plaisent du coup aux gens qui nous ressemblent et se retrouver dans ce qu'on propose. Tout à fait, parce que des fois on me dit: «Oui, mais moi je veux pas poster pour poster». Bah, tant mieux, enfin ça je trouve que ça sert à rien du tout de poster pour poster. Il faut vraiment justement déjà se fixer des objectifs et après c'est ce qu'on va faire sur les réseaux qui va répondre à ces objectifs. Mais effectivement, si on navigue un peu à vue, on sait pas trop où on va, bah, du coup c'est peut-être pas le plus efficace et on va perdre du temps et le temps vaut mieux passer auprès de nos chevaux, de notre famille, de ceux qu'on aime, nos chiens, enfin peu importe, mais pas, bloqué derrière cet écran et ne pas s'en sortir finalement. Et alors maintenant, si on parlait de ton rôle de community manager, comment est-ce que tu définis ce rôle? Alors déjà, il faut savoir que j'ai plusieurs casquettes puisque effectivement, c'est la première, c'était community manager. Après, j'ai commencé à faire des coachings aussi et du coup, la différence, c'est que community manager pour, les personnes qui ne connaissent pas ce métier, c'est que on va me déléguer le contenu et c'est moi qui crée les posts, qui les programme et cetera.
Il peut aussi y avoir l'aspect répondre aux messages à la place des personnes et cetera, mais ça, c'est quelque chose que je fais plus puisque justement, je trouve que pour être aligné, authentique, c'est plus simple que ça soit la personne elle-même qui réponde à ces questions et à ces messages. Du coup, l'aspect coaching, ça va plus être former les gens pour que eux mêmes sachent quoi faire et soient autonomes. Et en fait, ça, c'est vraiment une partie que j'adore. J'adore cette partie-là, puisqu'en vrai, on a souvent toutes les ressources en nous pour y arriver, c'est juste qu'on ne sait pas lesquelles mobiliser. Donc, c'est assez difficile de définir vraiment juste le rôle de community manager parce que je suis un peu un mélange de «plein de choses» entre guillemets et surtout je me suis adaptée aux besoins de ma cible. C'est-à-dire que, l'année dernière, j'avais plein de clientes en coaching qui me disaient: «Oui, mais moi je voudrais bien créer du contenu, mais j'ai pas d'image de moi». Donc c'est vrai que c'est difficile. Soit on prend des images libres de droit, mais au bout d'un moment, les photos sur Canva, moi je les connais par cœur. C'est moins humanisant puisque c'est pas nous, c'est pas notre cheval et cetera et donc je me suis dit: «Bah, tiens, si je crée une offre où je vais capturer du contenu» et en fait, je m'adapte aussi aux demandes qu'on me fait, tout en essayant de rester alignée avec quelque chose qui me fait plaisir. Je vais pas juste le faire parce que ça répond à un besoin, mais je pense que, ouais, définir juste le rôle de community manager, c'est un peu difficile. Et alors justement, tu parlais du côté où tu accompagnes les personnes, tu les coaches, le côté où tu as ce rôle de community manager pur, on va dire. Mais quand on parle justement de mettre des choses sur, Insta, de poster, quelle est vraiment la différence entre poster du contenu et gérer une communication dans son ensemble? Alors oui, c'est vrai que souvent quand on se dit: «Oui, il faut que je sois présente sur les réseaux», on pense à poster du contenu. Sauf que poster du contenu, c'est un tiers peut-être de tout ce qu'il y a à faire pour gérer la communication. Puisqu'il va aussi y avoir toute la partie interaction, puisque ça, je le répète tout le temps, mais ce sont des réseaux sociaux. Donc dans réseaux sociaux, il y a sociaux et le but, ça va être avant tout de créer du lien. C'est aussi les gens viennent sur les réseaux pour se divertir, pour se changer les idées, pour apprendre des choses, pour, voyager à travers leur écran, peu importe, il peut y avoir beaucoup de raisons. Mais il y a pas que la partie poster du contenu. Il va aussi falloir réfléchir un peu en amont à justement, comme je le disais tout à l'heure, définir ses objectifs, se dire: «OK, bah, là, je dois remplir une promo de formation, par exemple, pour dans 3 mois». Bah, du coup, il va falloir mettre, un certain nombre de posts en face, mais il va y avoir aussi la partie, mettre des stories, orientées vers la vente avec des sondages interactifs pour aller contacter les personnes et que créer du lien, en fait, pas seulement attendre de poster du contenu, que les gens se disent: «Oh cool, j'ai hyper besoin d'Alice, d'Alexia, de peu importe qui», mais aussi aller discuter avec les gens et le faire de manière, moi je déteste vraiment ces manières de requins, de recevoir des messages de gens qui veulent vendre quelque chose alors qu'ils savent même pas si la personne en face a besoin de ce qu'elle propose. Donc pour moi, c'est un peu ça la différence aussi, c'est qu'il va y avoir, toute une réflexion un peu plus profonde derrière que juste, poster, pour poster, du contenu. Et par rapport à tous les autres entrepreneurs que tu accompagnes, à quel moment ils se rendent compte qu'ils ont justement besoin d'un accompagnement ou, besoin d'un coaching pour les aider? Alors la plupart du temps, c'est que soit ça leur prend trop de temps de gérer leur com, mais ils savent le faire. Donc là, en général, ils ont plus besoin de déléguer la partie création de contenu, donc ça, c'est plutôt pour, la partie, ouais, j'ai pas le temps. La partie aussi, je sais pas comment faire ou alors je fais plein de choses, mais au final, j'ai pas d'interaction. Il y a 3 likes, sous mes posts, c'est ma mère, mon copain et ma meilleure copine, donc c'est pas des potentiels clients, même si c'est génial d'avoir leur soutien. Voilà, c'est pas suffisant. Il y a aussi ce truc de vouloir comprendre, ouais, comment ça fonctionne. Grâce aux questions qu'on m'a posées en message privé et cetera, que je me suis dit que ça pouvait tout aussi bien devenir des sujets de coaching. Après, souvent, c'est aussi une partie de manque de confiance en soi. Du coup, le coaching va venir aider aussi là-dedans parce que je vais pouvoir déjà les aider à prioriser ce qu'on va faire. Souvent, le besoin de retour aussi sur ce qu'elles ont fait. Donc, j'ai créé mon profil, mais qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il manque des infos importantes? Parce que c'est vrai que quand c'est pour soi-même, c'est toujours plus difficile de s'auto-évaluer de manière constructive. On va pas se rendre compte la plupart du temps, il manque soit le prénom, soit la localisation des gens sur leur compte Insta, mais pour eux, c'est logique. Moi, par exemple, je sais que je m'appelle Alexia et que je suis en Alsace, mais quelqu'un d'autre qui va me suivre va pas forcément le savoir si je l'ai pas écrit. Donc, avoir un regard extérieur aussi sur ce qui est fait et avoir un plan d'action, du coup, sur mesure, en fonction de leurs objectifs et pas donner juste des conseils bateaux de, «Il faut faire, ça, ça, ça». Et c'est comme ça aussi qu'après j'ai créé la plateforme de formation puisqu'à force de répéter les mêmes choses pendant les coachings,
je me suis dit que ça pouvait sûrement, être optimisé à la fois pour moi et aussi pour les personnes du coup qui me suivent et comme ça, pendant les coachings, on fait vraiment de l'individuel et du sur mesure et on va au fond des choses. Et alors justement, quand tu as un nouveau client qui arrive, tu as fait, ton appel découverte, quelle est la première chose que tu vas aller analyser? Pendant un appel découverte, de toute façon, ça se passe toujours de la même façon. En général, je leur dis qu'on va déjà commencer par, faire un «état des lieux» entre guillemets de leur situation, depuis combien de temps elles sont lancées, ce qu'elles ont mis en place jusqu'ici et cetera. Donc c'est important qu'elles me le disent, enfin qu'elles me partagent un peu, leur parcours pour que moi je puisse savoir où est-ce qu'elles se situent. Après, elles vont m'expliquer leurs problèmes justement, ce qui coince, ce qui les met en difficulté. Après leurs objectifs, puisque c'est important aussi du coup qu'elles me disent: «Bah là, par exemple, j'ai, 3 clients par mois, mais il m'en faudrait 20, par exemple. J'ai mis ça en place, donc ça reste dans cette partie un peu état des lieux et puis le but surtout d'un appel découvert, du coup, c'est de voir si et comment je peux les aider. Donc la première chose que je vais analyser, c'est déjà, ouais, ce qu'elles ont mis en place et depuis quand elles sont lancées. Enfin, c'est le but d'un appel découverte, c'est pas tout de suite de donner les premiers conseils, ça, c'est chose que je faisais au début, mais c'est après de les orienter vers: «OK, selon ce que tu viens de me dire, je pense que tu as besoin, plutôt de déléguer ta com, plutôt de te former». Après, je conseille quasiment toujours de se former d'abord pour pouvoir être autonome. Enfin, moi, je trouve ça très important, l'autonomie, puisque si on n'a plus le budget de déléguer, ça veut dire qu'on se retrouve un peu de nouveau au pied du mur et qu'on sait plus quoi faire. Et enfin, pour moi, en tout cas, j'aime bien cette option-là de rendre autonome les gens. J'aime pas que les personnes dépendent de moi ou quoi. Enfin, c'est vraiment pas l'objectif. Du coup, je pense que ouais, c'est ça que j'analyse un petit peu, ce qu'elles ont mis en place jusqu'ici et voir, entre guillemets, «ce qui peut manquer», et voir surtout si je suis la bonne personne pour les aider puisque parfois, pas du tout. Des fois, elles vont plus avoir besoin de créer un site internet, ça c'est pas, quelque chose que je fais, de créer une newsletter, enfin, peu importe, de créer un logo, ça c'est des choses que je fais pas non plus. Mais voilà, pour moi, c'est important de voir, ces choses-là d'abord. Donc en fait, pendant ton appel découverte, tu vas vraiment prendre, entre guillemets, «la température» de la personne, de ses besoins, ce qui a été fait, ce qu'elle souhaite faire et l'orienter après en fonction, de ce que tu décèles vers soit un accompagnement de type formation, soit coaching, soit, «délégation» entre guillemets de la communication, vers toi. Tout à fait, c'est ça. Et là, maintenant, ce que je fais depuis cette année, surtout, c'est que je fais beaucoup plus de packs, entre guillemets, sur mesure. C'est que des fois, elles vont avoir besoin à la fois de la partie délégation, mais elles ont pas forcément le budget pour déléguer tous les mois. Donc, je vais pouvoir leur créer des templates déjà sur mesure avec leurs couleurs, leur police d'écriture, etc. Comme ça, elles, après, elles ont qu'à changer le texte et elles gagnent du temps. Mais ça suffit pas tout seul pour comprendre comment ça fonctionne et trouver des clients. Même si c'est plus joli sur le compte Insta, ça veut pas dire que les gens vont se dire: «Oh waouh, bah du coup, je vais qu'à je prendre rendez-vous». Donc, souvent, c'est couplé avec la formation et un ou 2 coachings pour justement faire un petit point au début de la formation et à la fin et qu'on puisse, aller plus loin. Mais effectivement, ouais, ça va vraiment être, adapté à chaque personne et il y a pas vraiment de formule, enfin, c'est pas universel, quoi. Ça va dépendre d'une personne à l'autre. Et justement, ça tombe bien que tu nous parlais des trames que tu peux créer parce que comment est-ce qu'on travaille justement l'identité, visuelle d'une marque? Moi, en tout cas, la façon que j'ai de le faire, c'est déjà, je leur fais remplir un questionnaire avec un certain nombre de questions pour comprendre justement leur activité, leur client cible. En fait, il y a beaucoup de choses qui se fait aussi en fonction du client cible, puisque l'identité visuelle, les couleurs, on choisit pas juste les couleurs parce qu'on adore le bleu ou on adore le rose ou les couleurs ont vraiment une symbolique au niveau du cerveau. Ça, c'est quelque chose que j'avais vu dans ma formation. Et on nous avait même donné l'exemple que dans une prison, ils avaient peint des murs en rose et que ça avait vraiment la capacité d'apaiser les détenus. Enfin, il y avait vraiment des études là-dessus. Bon, c'est pas le sujet, mais en tout cas, c'est juste pour montrer à quel point les couleurs ont vraiment un impact. Même quand on voit les banques, des fois, il y en a beaucoup qui vont choisir le bleu. Le bleu, ça va être la couleur qui inspire la confiance, etc. Donc, on va choisir en fonction de ce que la personne veut dégager, puisque c'est quand même important que ça lui ressemble aussi à elle, et en fonction de qui elle veut toucher aussi. Après, pour les polices d'écriture, j'avoue que moi, je pars plus sur ce qu'elles ont envie que sur vraiment l'aspect, parce que ça, c'est pareil, si la lettre est plutôt ronde que plutôt carrée, enfin, ça va aussi vouloir dire plein de choses différentes. Mais là, ça va aussi après être une question de simplicité d'utilisation derrière et d'esthétisme pour que ça plaise à la personne. Mais c'est vrai que l'identité visuelle, c'est hyper important de comprendre qu'il ne faut pas changer à chaque fois de couleur, de police et que ça soit sur les différents supports. Parce que des fois, il y en a qui vont me dire: «Oui, mais du coup, si je fais un flyer, je peux le faire avec d'autres couleurs». Bah non, enfin, le but, c'est d'avoir une identité visuelle qui soit à la fois sur les flyers, les cartes de visite, les réseaux sociaux, le site internet pour que on se dise, avant même de voir le nom: «Ah ça je reconnais, ah ça c'est, untel, ah ça c'est, telle personne» et du coup, ouais, ça va vraiment être hyper important pour moi cette partie-là, de se fixer sur ça et en général, oui, c'est 3 couleurs
maximum et 3 polices, une pour le titre, une pour les sous-titres et une pour le corps de texte et de bien choisir, en fonction de soi. Mais c'est vrai que pour soi-même, c'est toujours plus difficile de choisir. Même moi, j'avoue que j'avais fait appel, à ma copine prune, du coup, pour qu'elle m'aide, puisque je trouve que c'est difficile de se le faire tout seul, quoi. Je l'avais fait au tout début, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on peut vite se lasser et se demander si c'est le truc le mieux réfléchi. Et alors, justement, dans tout cet accompagnement, quelle place occupe la vision de l'entrepreneur avec lequel tu travailles? Voilà, est-ce que parfois dans tes coachings, tu accompagnes les personnes pour les réorienter un petit peu selon ce que tu entends et ce que tu vois? Ou est-ce que parce que cette personne a telle vision, on part dans cette direction-là pour aller dans le sens de la vision? Ça c'est une très bonne question. Moi, je dirais plutôt quand même, enfin que je suis aussi là des fois pour, je suis pas là pour remettre en cause leur vision, en tout cas à aucun moment. Mais c'est vrai que selon des fois ce qu'elles vont me dire et selon ce qu'elles m'ont partagé comme objectif, je vais voir des fois qu'il y a une dissonance et du coup, je vais essayer de les «réorienter» entre guillemets vers ce qu'elles veulent vraiment faire ou parfois mettre certaines choses en lumière. Par exemple, j'ai déjà travaillé avec, on va dire des masseuses qui proposent des massages à l'unité pour les chevaux ou pour les chiens et parfois, le fait de le faire aussi en pack avec un suivi, non seulement du coup au niveau, du résultat pour le cheval ou pour le chien, bah, forcément entre un massage une fois tous les, 6 ans ou un massage par mois pendant 6 mois, ça va être plus efficace et aussi niveau rentabilité, ça va être plus facile de vendre 2 packs de massages par mois que, 50 massages à l'unité. Donc des fois, j'ai aussi cet aspect un peu plus, business, j'ai envie de dire, puisque la communication sur Insta, si on communique sur quelque chose qui n'est pas solide ou «pas bien construit» entre guillemets, ça on va pas faire des miracles. C'est pas parce qu'on fait la meilleure com que si on communique sur quelque chose qui n'est pas viable, c'est aussi un peu délicat. Donc c'est aussi un peu, là que j'interviens ou des fois même de mon l'avantage, c'est que je jongle entre ma casquette de pro et ma casquette de propriétaire de Good Day et Yuka, ma chienne. Du coup, je vais pouvoir me dire: «Bah, là, tu vois, moi, en tant que potentielle cliente, ce que tu me dis là, ça me parle pas du tout. Alors que si tu mets en avant ça, que ma chienne ou ma jument va vivre, pardon, plus longtemps, bah, ça me donnera vachement plus envie, enfin, de mettre en avant le bénéfice et du coup, j'aime bien jongler entre cette casquette-là de à la fois la propriétaire et à la fois la pro, de la com, du coup, dans le monde du cheval. Et comment justement tu orientes et tu aides les personnes à clarifier leur message? Parce que on sait toujours pourquoi on commence. Je prends mon exemple, hein, je sais pourquoi j'ai lancé le podcast, mais comment est-ce que justement on clarifie son intention, son message pour avoir la communication qui va bien et avancer dans le bon sens? Alors souvent, c'est un exercice qu'on peut faire, ça s'appelle la proposition de valeur. C'est, je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, c'est j'aide X, du coup X, c'est la cible, à faire Y. Y, du coup, c'est l'objectif de la cible, grâce à Z et du coup Z, c'est la méthode que tu proposes. Donc par exemple, moi, c'est effectivement j'aide les entrepreneurs équestres à vivre à 100 de leur activité grâce à Instagram. Et du coup, en clarifiant déjà avec qui elles veulent travailler, à faire quoi et comment, bah ça, du coup, ça va déjà nous permettre d'enlever un petit peu de «d'éparpillement» entre guillemets et surtout de pas avoir peur de faire les choses aussi à sa manière. Puisqu'il faut vraiment que la vision ressemble à la personne. C'est pas parce que, «Ah oui, mais j'ai jamais vu ça dans le monde du cheval, donc j'ose pas le proposer de cette façon-là». Bah justement, enfin moi je trouve que c'est génial parce qu'il y a des choses qu'on voit et qu'on revoit, essayer de clarifier aussi en osant rêver grand. Enfin, pas en se bridant, en se disant: «Non, mais de toute façon, ça, c'est pas possible». Peut-être que là, tout de suite, c'est pas possible, mais dans 5 ans, dans 10 ans du coup, c'est un truc tout bête, mais moi, j'avais fait un petit exercice avec un tableau des rêves que j'ai en face de mon bureau là, où justement, j'ai mis plein de choses qui me font rêver, qui sont pas que dans le domaine, du coup, de mon travail, heureusement, mais ça va être des chevaux en liberté, au Canada, des ranchs, des grandes maisons avec, des stages, des endroits de regroupement, des livres, enfin, de voir aussi concrètement ce qui nous fait rêver tous les jours, ça va aussi aider à clarifier au fur et à mesure, la vision et en éliminant aussi parfois des choses qu'on n'a plus du tout envie de faire, grâce à nos expériences passées. Puisque c'est vrai que des fois on se dit: «Ah oui, mais ce que j'ai fait jusqu'ici, ça n'a rien à voir avec, mon métier», mais ça a peut-être mis en lumière certaines choses qu'on n'a plus envie de faire et qui font pas partie de la vision. Je sais pas si ça répond à la question? Oui, tout à fait. Et alors, comment la communication devient-elle un levier de développement? Au-delà même des réseaux, comment le fait d'avoir un accompagnement, une communication claire et posée va vraiment aider, un entrepreneur à se développer? Alors moi, il y a une phrase là qui me vient tout de suite quand tu me demandes ça, c'est: «Tu beau faire le meilleur métier du monde, si personne le sait, tu pourras pas en vivre». Je l'ai déjà remarqué, il y a des personnes que j'accompagne qui font des choses mais exceptionnelles, mais comme il y a très, très peu de gens qui savent ce que c'est vraiment et cetera, les bénéfices qu'il y a,
bah, du coup, effectivement, c'est impossible de trouver assez de clients et du coup de pouvoir vivre de cette activité-là. Donc mais en tout cas, comme tu le dis bien, la communication, ça doit être un outil et un levier, mais ça doit pas être, enfin, on doit pas conformer sa vie en fonction de sa communication. Ça, c'est un enfin, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer pour moi-même aussi, mais essayer de garder ça comme un allié plutôt que comme un ennemi, déjà, et le fait de communiquer clairement sur ce qu'on fait, enfin, ça va pouvoir faire prendre conscience à certaines personnes de: «Ah cool, quelqu'un a compris ma situation et peut m'apporter de l'aide là-dessus». Mais du coup, ce qui est important dans la communication, c'est que les gens s'identifient. Enfin, tout tourne autour de la cible de toute façon. Ça, c'est vraiment hyper, hyper important de savoir à qui on s'adresse parce que des fois, on me dit: «Oui, mais moi, je m'adresse à tout le monde» ou «Je m'adresse aux propriétaires de chevaux». C'est bien, mais c'est pas assez précis. Il va falloir être un petit peu plus précis. Est-ce que c'est des chevaux de sport? Est-ce que c'est des chevaux de loisirs? Est-ce que enfin et plus on est précis, plus on va justement pouvoir, utiliser les bons mots. On va pouvoir, f créer cet effet de reconnaissance. En fait, pour moi, c'est ça un peu la communication, c'est d'essayer de créer des liens entre les personnes et qu'elles se disent: «Ah cool, en fait, une personne est bloquée au point A, elle veut aller au point B. Comment on fait?» Bah, le pont entre les 2 pour moi, c'est l'entrepreneur du coup, enfin, c'est la professionnelle, à qui on fait appel. Mais pour qu'elle sache, cette personne, que pour aller du point A au point B, bah, il faut que ça soit communiqué quelque part parce qu'elle peut pas le deviner sinon, enfin, je sais pas si c'est assez clair, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Et alors depuis tout à l'heure, à chaque fois que tu parles des personnes que tu accompagnes, tu dis «elles». Donc je suppose que tu accompagnes principalement des entrepreneurs. Tout à fait. Et alors comment justement on noue une relation idéale de travail entre un coach et un entrepreneur ou un client entrepreneur? Alors, c'est vrai qu'au début, je parlais aux entrepreneurs en général, je m'étais pas forcément positionnée. Puis, au bout de, je sais pas, 6 mois, 1 an, je me suis rendu compte que, bah, sur toutes les personnes que j'avais accompagnées, c'était que des femmes. Et là, même au bout de 3 ans d'activité, j'ai eu un seul homme que j'avais rencontré dans un salon. D'ailleurs, c'était, Jean-Léonard Fautra, enfin, c'est du coup, je pense que tu connais, c'est le PDG de la marque Fautra, qui font des vents en France, que j'avais rencontré, lors d'un salon. J'ai d'ailleurs trouvé ça toujours assez hallucinant qu'il fasse, appel à moi, la petite entrepreneur cachée. Mais du coup, oui, sinon c'était que des femmes. Donc au bout d'un moment, je me suis dit: «Je vais parler aux femmes parce qu'elles vont justement aussi se sentir beaucoup plus, comprises, reconnues, que le fait de parler, un peu, à tout le monde». Le fait de travailler qu'avec des femmes, il y a plein de choses que je comprends plus facilement puisque je suis aussi une femme. Il y a plein de situations que j'ai déjà vécues parce que je suis aussi une femme. Enfin, je sais pas trop comment répondre à cette question autrement que, comme je l'avais dit au tout début, en fait, on s'identifie l'une à l'autre, comprend mieux peut-être le fonctionnement d'une femme, bah, puisque fatalement j'en suis une aussi donc Très bien. Et alors justement, quand tu as une nouvelle cliente, qui fait appel à toi, tu as passé l'étape de l'exploration, vous avez décidé de travailler ensemble. Comment est-ce que tu vas construire cette relation de confiance avec tes clientes? Déjà, moi, ce que j'adore, c'est la partie, de faire toujours un suivi, personnalisé. Enfin, j'ai pas envie de faire de la masse. J'ai pas envie d'avoir, 100 clientes, par mois. Je préfère en avoir, quelques-unes, mais vraiment connaître leur projet, leur histoire, qui elles sont vraiment et pouvoir, bah, leur envoyer des petits messages aussi des fois pour, voir où elles en sont, s'il y a besoin de les challenger, s'il y a besoin au contraire de tranquille, plutôt les rassurer et leur dire: «Tout va bien se passer, c'est juste de la com, enfin on n'est pas chirurgienne». Ça, j'aime bien aussi des fois remettre le sujet et se dire: «OK, si là, t'as pas mis de story aujourd'hui, c'est pas grave, ben, peut-être que tu avais d'autres choses à faire, tu as eu une urgence veto», enfin, peu importe, mais voilà, remettre un peu ce cadre-là. Du coup, pour moi, ça va être, ce petit suivi-là qu'on peut avoir, ensemble et après de m'adapter en fonction de ses possibilités aussi. Puisqu'au début, c'est vrai que je suivais plutôt ce qu'on m'avait dit de faire, donc je mettais une fréquence, imposée avec un coaching par semaine pendant 6 semaines. Sauf que je me rendais compte que les filles avaient pas spécialement le temps d'avancer entre les 2, puisqu'à côté elles avaient un métier, une vie, enfin voilà. Et du coup maintenant je vais essayer de trouver le bon équilibre entre le fait que ça soit challengeant, mais pas trop non plus, puisque le but c'est pas que ça soit, stressant. Donc moi je vais vraiment m'adapter en fait à la personne que j'ai en face de moi, donc il y a pas non plus de réponse, universelle pour ça. Mais, je vais essayer de voir, ouais, où est-ce que je peux l'aider au mieux pour la soulager en fait et la rassurer. Enfin ça je trouve que c'est très important et donner confiance aussi en elle. Puisque c'est vrai que d'avoir un point de vue extérieur, c'est plus facile de donner confiance, autour de soi, je trouve. Et justement, tu nous disais que parfois il faut challenger des idées. Comment est-ce qu'on fait? Alors des fois, on va me dire: «Oui, mais moi j'ose pas me montrer sur ma page Insta parce que j'ai pas confiance en moi». Alors déjà, je vais juste enfin, je fais un peu le parallèle de: «Oui, mais là, tu imagines, tu as besoin de faire appel à quelqu'un pour ton cheval
Il y a un compte où c'est que des photos libres de droit, on sait pas du tout qui c'est et il y a un compte où on voit la personne, on entend sa voix sur certains réels, elle fait des stories de temps en temps où on la voit. Tu choisis qui. L'avantage, c'est que là, c'est pas moi qui lui dis concrètement: «Il faut que tu te montres» parce que enfin, voilà. Elle va s'en rendre compte par elle-même et du coup, je vais lui dire: «Bah, tiens, pour commencer», bien sûr, on va pas commencer par, tout de suite faire un live sur Insta, c'est un peu plus stressant. Mais on va peut-être commencer par juste au moins mettre une photo qu'on a avec notre cheval, par exemple. Parce que c'est plus facile quand il y a un de nos animaux à côté, en général, on a déjà plus facilement confiance de se montrer. Le challenge, justement, c'est toujours de réussir à challenger assez, mais pas trop non plus pour pas, aller dans des travers, enfin, ou dans quelque chose qui va mettre la personne complètement mal à l'aise et la braquer. Mais, des fois, je vais créer des challenges aussi puisque dans ma plateforme de formation, j'ai aussi créé une communauté Discord où il y a toutes mes clientes ou des fois, on se fait des petits challenges. Par exemple, là, au mois de juin, on va dire, pourquoi pas mettre un réel par jour? Et qui veut fait, évidemment, c'est rien d'obligatoire, mais comme ça motive à se dépasser, à tester des choses qu'on n'aurait pas testées par soi-même. Et du coup, ça, je trouve que c'est intéressant. Ou de dire, tiens, avant le prochain coaching, il faut que tu aies fait ça, ça, ça. Du coup, je leur dis bien précisément ce que j'attends. Et comme ça, c'est vrai qu'elles me disent, oh, bah, du coup, j'ai l'impression que j'ai avancé tellement plus vite en 2 semaines qu'en 6 ans. Mais c'est parce que des fois, on sait juste pas dans quelle direction aller, ni comment se challenger, pour passer outre de nos peurs ou de choses qu'on remet toujours à plus tard et je dis ça, mais pour moi, c'est pareil, je suis aussi obligée de me challenger avec quelqu'un d'autre puisque seule, c'est souvent un peu compliqué. Et je pense que justement cette communauté Discord que tu as créée permet aussi d'aider au challenge et au développement parce qu'on se dit: «Ah bah attends, untel elle l'a fait, ah c'est trop bien ce qu'elle a fait, bah écoute je vais essayer aussi, je vais essayer de faire la même chose». Donc je pense que ça doit aussi effectivement aider, de ce côté-là. Absolument. Après, le but, c'était justement de créer une communauté où on se sent pas seul, parce que quand on est entrepreneur, on peut très vite se sentir seul. Et moi, je trouve que ça, c'est dommage. Mais c'est pas, le but, c'est pas de créer un esprit de compétition de, ah ouais, j'ai envie de faire meilleur qu'elle. Non. Ah, mais effectivement, comme tu l'as dit, si elle l'a fait, oh bah, je vais peut-être essayer. Et puis, du coup, elles se motivent aussi entre elles en se disant, bon, bah, moi, j'avoue que j'ai jamais été trop allée jusqu'ici. Mais j'aime bien aussi des fois leur demander quand elles me disent, oui, mais j'ose pas. Je dis, mais c'est quoi le pire scénario qui peut t'arriver? Si tu te montres, que tu mets une story face caméra et que elle est pas top, top, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils passent à la suite, ils regardent pas, enfin et il y a rien de dramatique, en fait, en général, j'aime bien poser cette question-là de: «Ouais, c'est quoi le pire scénario si tu fais ce qui te fait tellement peur?» Alors des fois, oui, 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 enfin, il y aura pas d'interaction sous ce post ou quoi, mais est-ce que vraiment c'est dramatique? Pas forcément, enfin, et puis il faut pas oublier que les gens autour de nous, ils vont porter beaucoup moins d'importance à ce qu'on fait plutôt que ce que enfin, je sais pas comment le dire, mais on est beaucoup enfin, les humains en général sont un peu égocentrés. Je dis pas ça de manière, négative, mais on se dit: «Ah non, mais là, on va voir que j'ai bégayé, que j'étais pas bien, que j'étais pas à l'aise». Alors que la personne en face qui a écouté, franchement, il y a une chance sur 2 qu'elle ait pas du tout capté et que si, sur le post, il manque un petit, truc, au coin en haut à gauche, enfin, les gens, ils vont pas remarquer alors que nous, on va vraiment porter de l'importance sur des choses parce que c'est nous, que ça nous tient à cœur et qu'on a envie que tout soit parfait. Mais au final, quand on dit ça, je leur demande ça veut dire quoi parfait? Puisque d'une personne à l'autre, on va pas avoir la même définition et voilà. Et justement, comment est-ce que tu accompagnes les personnes qui ont des petits blocages, on va dire émotionnels par rapport à la communication, le fait de se mettre en avant? Est-ce que tu as des petits tips que tu leur donnes ou un challenge que tu leur lances justement pour les aider à aller dans le bon sens? Bah, déjà, le fait qu'elles sachent, ce qui est vraiment important de montrer, ça va déjà les rassurer de se dire: «Bon, enfin, si vraiment il faut que je le fasse, allez, ça va déjà m'aider à me dépasser». Alors que si on se dit: «Bon, je vais juste le faire, mais ça me rend juste mal à l'aise», oui, on voit pas trop d'intérêt. Mais si je leur dis: «Oui, mais tu vois, en te mettant en avant un petit peu, bah, tu vas pouvoir, te lier avec, d'autres personnes». Et je leur dis aussi: «Rappelle-toi que t'es pas en train de créer des problèmes chez les gens, mais tu es en train de les aider dans leur situation actuelle. Enfin, c'est comme moi, par exemple, je suis pas là pour dire aux gens: «Ah ouais, ton Instagram, il est nul, il faut que je t'aide». Pas du tout. Mais je vois que la personne, elle est déjà sur Instagram depuis un moment, qu'elle essaye plein de trucs, qu'elle galère, qu'elle se remet en question. Du coup, je me dis: «Je vais juste aller l'aider dans ce qu'elle fait déjà». Et bah, c'est pareil aussi pour, les professionnels, s'il y a un cheval, je sais pas, qui se cabre, qui veut jamais embarquer dans un van et cetera, bah, le fait d'aller l'aider, elle va en plus même mettre cette personne en sécurité et donc ça vaut peut-être plus le coup de se mettre en avant sur son Insta, de montrer son visage pour que cette personne-là, bah, fasse appel à elle et arrête de se mettre en danger peut-être toutes les, je sais pas combien de temps. Donc quand il y a des blocages émotionnels aussi, déjà la première chose, c'est d'écouter, enfin, vraiment écouter pleinement sans juger et de pouvoir, bah, rassurer et essayer de
soit faire des parallèles avec ce que moi aussi j'ai vécu, puisqu'on a toutes des blocages émotionnels à un moment donné, ou faire le parallèle avec quelqu'un d'autre, sans citer évidemment son nom, mais dire: «Tu sais, enfin, tu pas la seule dans cette situation» et déjà juste le fait de se sentir écouté, compris, ça va déjà être facile et y aller, ouais, progressivement. Enfin, comme je t'ai dit avant, je vais pas leur demander tout de suite de faire un réel face caméra, sur un sujet hyper tendancieux, non. On va déjà y aller tranquille avec des photos, de soi et si on n'en a pas, de se dire: «Tiens, pourquoi pas te fixer un shooting photo avec ton cheval ou dans ton activité?» pour que ça t'aide, enfin, essayer d'y aller, ouais, graduellement. Donc depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de comment tu accompagnes tes clientes et de tes clientes. Maintenant, j'aimerais bien parler un peu de toi. À quoi ressemble une journée type dans ton activité? C'est déjà tous les jours différents, mais on va essayer quand même de faire une journée type. Déjà, au début, je me forçais à commencer tôt le matin parce que j'étais dans le truc, cadre salarié, il faut se lever tôt, mais moi, c'est pas mon fonctionnement. J'aime pas me lever trop tôt, je suis plus efficace le soir ou enfin jusqu'à tard que le matin. Donc, ma journée type commence du coup, je me réveille à 8h30 à peu près. De 9h à 10h, je promène ma chienne. J'ai besoin en plus, autant qu'elle, de commencer la journée en allant dehors, en m'activant, physiquement, on va dire. Et là, à partir de 10h, du coup, soit, j'ai un coaching, soit j'ai une visio aussi pour, une visio mensuelle pour la création de contenu. Puisque du coup, quand, je crée le contenu, on se fait une visio par mois pour justement, savoir dans quelle direction on va. Parce que bon, même si c'est moi qui crée le contenu, c'est pas mes objectifs qu'on est en train de de remplir. Ou alors je traite mes mails. Enfin, du coup, ouais, de 10h à midi, je vais être sur la partie un peu plus, informatique ou exécutif avec des visios. Après, du coup, en théorie, je fais une pause pour manger. Ouais, il y a des jours où c'est ça dépend des moments. Et l'après-midi, bah, du coup, ça va être hyper variable. Pareil, soit je vais de nouveau avoir des coachings, soit je vais aller filmer des clientes, entre 14h et 18h, soit je vais, créer des posts, soit je vais aussi, bah, me mettre sur l'aspect, comptabilité, administratif. Ma com aussi, même si c'est toujours celle qui passe en dernier, hein, le cordonnier le plus mal chaussé, ça marche aussi pour moi. Donc ouais, une journée type, c'est vrai que c'est hyper, aléatoire, mais la plupart du temps, je crée des posts, quasiment tous les jours, que ça soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Je me suis aussi mis franchement, ça c'est oui, ça c'est un conseil enfin, quelque chose que je peux dire. Avant, je commençais toujours ma journée en scrollant, comme beaucoup de gens. Et du coup, je me suis rendu compte que ça, c'était énormément anxiogène pour moi de tout de suite commencer la journée sur Insta, parce qu'en plus Insta, du coup, c'est quand même c'est mon lieu de travail. C'est assez bizarre, de le dire à voix haute, mais c'est vrai que c'est quand même mon lieu de travail, donc c'est pas juste un endroit de détente. Donc, commencer tout de suite la journée avec plein d'informations, de questions des clients, ça, je le fais plus. Je me suis mis un bloqueur d'application, du coup, jusqu'à 17h, je peux pas aller sur Instagram sur mon téléphone. J'y vais depuis mon ordi, mais du coup, ça me permet de prendre un peu plus de distance et je me sens vachement plus productive aussi, puisque sinon je trouve qu'on a très vite l'habitude de aller regarder juste un truc et puis, juste un truc qui dure, 30 minutes, 1 heure. Ou 2. Ouais, c'est ça et après on se dit: «Oh mince, ça fait 1 heure que je regarde des trucs». Alors pour se rassurer, moi je me dis que je faisais de la veille, sur Instagram, que je vérifiais les tendances et tout, mais on va pas se mentir, la plupart du temps, je suis juste en train de scroller et de me dire: «Oh waouh, ça a l'air cool» et que j'avance pas sur toutes les choses que je dois faire. Donc oui, j'ai aussi des appels découvertes, mais ça c'est pareil, j'ai plus des semaines types que des journées types. Le lundi, par exemple, ça va vraiment être ma journée pour moi et mon entreprise. Donc le matin, souvent, c'est même un moment avec, Good Day, comme ça je commence la semaine, cool, puis enfin, au bout d'un moment, on se dit si on est entrepreneur, c'est aussi pour faire les choses qu'on a envie. Il y a plein de côtés négatifs de l'entrepreneuriat, mais il y a aussi plein de côtés positifs, donc autant en profiter. Et l'après-midi, ça va être justement, traitement des mails, qu'est-ce qui s'est passé, réponse à tous mes messages, sur Insta, sur WhatsApp, sur Discord. Du coup, ça prend pas mal de temps. Les appels découvertes, c'est aussi le lundi après-midi. Donc ouais, je fonctionne plus comme ça maintenant et j'ai réussi à trouver une organisation qui me convient bien et la première semaine du mois, par exemple, c'est dédié à toute la création de contenu pour mes clientes. Comme ça, je fais ça pendant une semaine entière et après, je peux plus facilement faire un coaching par-ci, des templates, aller filmer, aller faire, plein d'autres choses finalement. Mais, c'est plutôt comme ça que moi, en tout cas, je fonctionne. Ça, je trouve que c'est important de respecter aussi son fonctionnement, plutôt que de se forcer à se dire: «Non, mais il faut que je commence à 8h parce que sinon je suis une feignasse». Ouais, mais moi, du coup, les trucs que je mets de 8 à 9, du coup, je le fais pas et du coup, je commence la journée en étant déjà en retard dans le truc et ça ne va pas. Donc effectivement, il y a pas de journée type, plutôt des semaines type avec, des missions, on va dire, par jour et puis, justement, tu nous parlais de ton entreprise à toi. Est-ce qu'il y a des tâches invisibles, on va dire, quand on est entrepreneur, auxquelles on pense pas forcément?
Oui, il y en a plein. Tout ce qui va être déjà, la programmation des posts, ça, c'est des choses qui sont invisibles, mais qui prennent quand même du temps, et puis quand, enfin là, moi, par exemple, je gère 8 comptes Insta, il faut pas, se tromper de compte. Il faut pas programmer le contenu, sur, le mauvais truc. Les appels découverts, je trouve que souvent, c'est aussi un peu, invisible. Tout ce qui est réponse aux messages, ça, je trouve que des fois, ça paraît enfin, ça m'arrive des fois de passer 1 heure et demie non-stop à répondre à mes messages. Après, je me dis: «Oh purée, j'ai l'impression que j'ai rien fait, que je viens de perdre du temps», alors qu'en soi, pas du tout. Enfin, c'était hyper important. Puis c'est comme ça qu'on crée du lien et aussi, bah, qu'on peut potentiellement, vendre des choses ou en tout cas, adapter nos offres aussi en fonction des besoins. Qu'est-ce qui va être invisible aussi? Bah, toute la partie compta, évidemment, enfin faire les factures, le traitement des mails, répondre à des potentiels, partenariats aussi. Des fois, c'est vrai qu'il y a plein de tâches, de l'ombre, ou même tout ce qui va être, les conditions générales de vente. Enfin, penser du coup à l'aspect juridique, tout ce qui va être assurance, donc quand même être bien assuré aussi dans son activité pour que si jamais il y a un pépin, bah, voilà, être couverte. Moi, je sais que je me fais souvent aussi accompagner à côté par des personnes là, depuis décembre, je me fais accompagner sur la restructuration de toute l'entreprise, tout ce qui va être pilotage aussi, mais ça pareil, ça me prend une après-midi par mois à peu près. Mais du coup, c'est aussi une tâche de l'invisible, mais qui fait que c'est important pour mon bon fonctionnement. Et tout ce qui va être, ouais, la création de contenu, mais pas seulement la création de contenu, tout ce qui va être des fois les modifications par après, et cetera. Enfin, c'est vrai qu'il y a tellement de petites tâches que des fois on peut vite en oublier, quoi. C'est ce que j'allais dire, en fait, il y a plein de choses qu'on ne soupçonne pas quand on n'est pas dans le bain, quand on n'est pas entrepreneur, mais qui, si on ne les fait pas, risquent de mettre à mal toute l'activité. Absolument, je pense que ce qui est important, c'est vraiment de se garder du temps aussi pour soi et son entreprise et pas juste faire de la, ouh là, j'allais dire délivrabilité client, ça veut rien dire, mais pas faire que, notre cœur de métier parce que si on pilote pas l'entreprise, bah, au bout d'un moment, enfin, elle va pas forcément se cracher, mais en tout cas, il y aura plein de choses qu'on n'aura pas anticipées. Moi, par exemple, ma première année d'activité, j'avais pas anticipé que j'allais dépasser le seuil de la TVA ou c'était la deuxième année? Moi, je sais plus, mais en tout cas, je l'ai pas anticipé. Du coup, j'ai dépassé le seuil et du coup, j'ai dû recalculer tous mes tarifs parce qu'au début, j'ai perdu 20 de chaque prestation, chose que j'avais pas du tout anticipée et en fait, si j'avais pris plus de temps pour mon entreprise et que j'avais pas juste la tête dans le guidon à faire, 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 faire et ben, j'aurais eu moins de stress et de soucis peut-être, financiers à ce moment-là en tout cas, mais c'est vrai que c'est très important de se garder des moments aussi qui on a l'impression que ça sert à rien, mais non, l'administratif et tout, ça, c'est très, très important, de le faire aussi. Et justement, j'allais te demander, quand on est entrepreneur, quelle est la charge mentale liée à ça? Alors la charge mentale liée à ça, je trouve qu'elle est alors d'une personne à l'autre, elle est différente, mais j'ai presque l'impression qu'elle est grandissante, en tout cas de mon côté, d'année en année. Puisque forcément, il y a de plus en plus de choses à gérer, il y a de plus en plus de clientes aussi, il y a de plus en plus d'idées, il y a de plus en plus d'offres, puisqu'au début, j'ai commencé, je faisais que coaching, création de contenu. Au final, il s'est passé plein de trucs entre-temps. Donc la charge mentale, moi, je trouve qu'elle est quand même, importante. Mais c'est pour ça que moi, je note tout ce que je dois faire sur mon Google Agenda. Mais vraiment tout, enfin quasiment. Mais même les promenades de ma chienne. Parce qu'au début, je l'avais pas noté. Sauf qu'au final, ça me prend 1 heure et demie tous les jours. Donc il faut qu'à un moment donné, ça soit sur l'agenda. Sinon, je vais mettre des choses à la place que j'aurais évidemment pas fait. Donc je trouve que c'est important de noter toutes les petites choses qu'on doit faire et qu'elles existent quelque part. Parce que pour moi, ce qui n'existe pas sur l'agenda existe pas vraiment. C'est un truc qu'on va se dire oui, oui, je vais y penser. Et puis au final, 3 semaines après, on fait j'ai totalement oublié de relancer telle personne ou les relances aussi, ça, c'est fait partie, je trouve, des tâches de l'invisible, mais relancer les personnes avec qui on a eu des appels, reprendre des nouvelles, et cetera, mais oui, la charge mentale c'est quand même, important, mais c'est pour ça que je trouve qu'il faut aussi se laisser un peu, vivre et kiffer et si le lundi matin, je veux aller au cheval, beh, je vais aller au cheval, enfin, de trouver le bon équilibre entre le kiff et la charge mentale. Et comme tu disais, si tu es entrepreneur, c'est aussi pour avoir, justement ces bons côtés qui te permettent de ne pas avoir un agenda, 8h-17h tous les jours et de pouvoir de temps en temps, si, besoin, si envie, bah, et comme tu dis, aller au pré, faire une balade, prendre plus de temps, avec ta chienne en balade aussi si tu sens qu'elle a besoin ce jour-là et tout ça. Tout à fait. C'est vrai que c'est ce que j'aime aussi, c'est la flexibilité. Par exemple, quand, là, la semaine prochaine, j'ai toute la semaine de création de contenu, je me suis mis des horaires pour mettre des horaires, mais si au lieu d'être 14h-17h, c'est, 17h-20h, parce qu'il fait méga beau et que j'ai envie d'aller justement faire une balade à cheval avec ma chienne et ma jument, bah, vas-y, enfin, se laisser aussi un petit peu, ce truc-là, parce que c'est important d'avoir de la rigueur et de la discipline. Mais je trouve qu'à un moment, je m'en mettais trop et que du coup, je faisais vraiment que travailler, que travailler, que travailler. Je voyais plus ma jument quasiment alors que, enfin, je suis à 10 minutes, de son pré. Donc ça, c'est important de c'est je trouve que l'entrepreneuriat, c'est une question d'équilibre.
Et donc tout à l'heure, tu me disais que tu as de plus en plus de clientes. Comment est-ce que tu gères cette multiplicité des clients et donc des identités qui vont avec? Déjà, là, je me fais accompagner. Là, j'ai quelqu'un qui va m'aider, sur toute la partie aussi un peu réponse aux messages, qui m'aide, rien qu'à trier aussi mes mails dans certaines catégories en fonction de ce que je dois traiter en urgence, ou moins. Et après, j'ai une très bonne mémoire aussi. Enfin, ça m'aide beaucoup. Du coup, j'ai une très, très bonne mémoire des prénoms, des métiers, des personnes. Du coup, ça m'arrive pas souvent de pas remettre une personne. Alors évidemment, ça m'est déjà arrivé, d'envoyer un message des fois à quelqu'un qui me dit: «Ah bah, tu m'as pas reconnue, mais je suis telle personne». Ça m'est arrivé une fois, mais du coup sur, ouais, je pense que j'ai à peu près en tout 200-250 clientes. Donc ouais, je pense que le fait d'avoir cette mémoire-là et d'essayer d'être très consciencieuse de, ouais, se souvenir qui est qui, et je note aussi tout sur, c'est vrai que j'ai un CRM aussi sur, mon espace Notion que j'ai pour gérer mon entreprise. Du coup, un CRM, c'est là où je mets toutes mes clientes et où je suis du coup aussi les appels découverts, du coup, en fonction de si c'est des prospects, si c'est des clientes, si c'est des clientes à en cours, terminées et cetera, et comme ça, je note aussi ce que je peux pour pas compter que sur ma tête, et sinon juste, enfin, au bout d'un moment, c'est impossible de tout retenir. Donc je m'aide aussi des outils autour de moi pour déposer le plus important, et ça, c'est vrai que ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Mais ce que j'allais dire, tu t'appuies beaucoup sur les outils à ta disposition et que tu as choisis pour t'aider aussi dans ton travail quotidien. Tout à fait, mais j'essaye d'avoir le moins d'outils possible parce que c'est vrai qu'au début, on a tendance à vouloir tout essayer, en avoir 50, sauf qu'au final, ça crée encore plus, en tout cas pour moi, des éparpillements. Mais sinon, ouais, j'hésite pas à m'appuyer sur les outils et à déposer dès que j'ai une idée ou que je me dis: «Ah oui, il faut que je relance telle personne», je me mets tout de suite un rappel quelque part, même si c'est sur mon téléphone ou quoi, enfin, je décharge ma tête, en posant mes idées quelque part. Et alors comment est-ce que justement tu arrives à trouver l'équilibre, entre créativité et performance? Alors déjà, ça dépend des mois. Et ce que je fais, c'est que souvent, maintenant, nous, enfin, en tout cas, là, on se fait des coworking à plusieurs, où on est 4 du coup, avec à la base, il y en a 2 qui étaient juste des clientes et qui sont devenues, des amies. Donc aussi de se retrouver à plusieurs, du coup, on est 4, on se fait ça à peu près une fois par mois dans un petit café. Du coup, déjà, c'est vachement plus sympa de discuter, performance et chiffres et etc., autour d'un bon petit, goûter, ensemble et à plusieurs, ça fait fusionner les idées aussi, et après trouver l'équilibre, bah, de savoir concrètement: «OK, là, j'ai tant de chiffre d'affaires, il me faut tant de chiffre d'affaires pour pouvoir payer toutes mes factures et cetera, mes charges, et ce qui en plus, c'est bénef». Mais du coup, au moins je mets le chiffre et en face je mets, bah, ce que je dois vendre pour, et du coup je sais aussi traquer, un peu longtemps et mes ventes. Je sais que, par exemple, un appel découverte sur 2, c'est une vente. Du coup ça je le sais parce que maintenant ça fait 3 ans. Mais du coup, je me dis: «Bah, tiens, si je dois vendre 5 coachings au mois de juin, bah, faut que je fasse 10 appels découvertes», et donc je vais mettre les actions derrière pour trouver les 10 appels découvertes. Enfin, après évidemment, c'est fluctuant. Il y a toujours, ce qui est censé être et la réalité. Mais de traquer aussi, concrètement les chiffres, parce que moi les chiffres, c'est toujours quelque chose qui m'a fait peur. J'ai fait des études littéraires parce que justement j'ai évité les chiffres à tout prix. Mais quand on est entrepreneur, malheureusement, on n'a pas le choix, sinon ça va pas le faire, très longtemps. Et donc je dois me faire des tableaux. Justement, c'est pour ça que je me suis fait accompagner par Lucie, cette personne qui m'aide pour, la structuration de mon entreprise, pour qu'on fasse des tableaux où tout est posé parce que les chiffres ne mentent pas et les chiffres ne sont pas, émotionnels. 5 appels découvertes, c'est 5 appels découvertes, c'est pas de 5, je sais pas quoi. Enfin, je trouve que ça m'a aussi, aidée. Il y a des mois où je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais fait, 2 appels découvertes, donc forcément, 2 appels découvertes, j'allais pas vendre 10 prestations. Ou alors, waouh, je suis je suis méga forte, quoi. Et alors tu travailles sur Insta, mais est-ce que tu es en veille constante par rapport aux trends, aux nouveautés, à ce qui se fait sur Insta? Ou bien est-ce que tu as un fil conducteur et tu continues avec? Alors moi, j'ai plutôt un fil conducteur, et si mon copain entendait ça, lui, il me dit tout le temps: «Mais il faudrait que tu regardes un peu plus les trends», parce que moi, j'avoue que je regarde pas hyper souvent les trends, parce que j'ai pas envie toujours de surfer sur des trucs qui sont très volatiles, enfin très rapides. Après, évidemment, il y a certaines trends où je me dis: «Ah ouais, ça c'est une trop bonne idée, on peut tout à fait se le réapproprier». Mais moi, je préfère garder ce fil conducteur et que ce soit toujours centré sur l'humain derrière l'entreprise, que sur une trend, d'essayer de faire un truc, juste pour peut-être potentiellement que le réel il perce, alors qu'en plus il y a pas enfin c'est pas sûr. C'est des potentiellement. Il y en a qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent moins. Il y en a que je fais des fois je me dis: «Oui, bah, enfin je le fais comme d'habitude», et paf, celui-là il a 45 000 vues, et je vais faire un qui est quasiment pareil, 2 semaines après, et il aura, 2 000 vues. Donc non, je préfère le fil conducteur et rester ciblé sur l'humain, et c'est aussi comme ça je trouve qu'on fait quelque chose d'aligné et d'authentique.
Mais après il y a certaines traînes qui valent effectivement le coup, d'être reprises. OK, très bien. Et selon toi, quelles sont les qualités indispensables dans ton métier? La créativité, déjà, parce que ça, c'est vrai que des fois, je me mets des créneaux, pour créer quelque chose, mais enfin, si t'as pas du tout de créativité, c'est compliqué. Même pour créer en fonction de la personne et cetera, de faire quelque chose de sur mesure et pas faire un copier-coller à chaque personne, sans créativité, c'est compliqué. La persévérance, j'ai envie de dire, enfin, après ça, c'est dans tous les métiers d'entrepreneuriat, hein, je dirais, mais cette persévérance de justement, de pas se laisser, «Oh tiens, il y a une nouvelle trend, je l'ai pas fait, oh non, mais» enfin, c'est pas grave, enfin, c'est enfin, pour moi. L'adaptabilité, justement, de s'adapter à chaque, cliente, chaque personne que j'ai en face de moi. Parce qu'il y a des recettes toutes faites, mais il y a aussi, bah, la réalité de la personne en fonction de je sais pas si elle vient d'avoir un bébé, si enfin, voilà, on adapte le rythme et tout ce qu'il faut en fonction. Et la bienveillance, enfin, moi, je trouve en tout cas que c'est important, la bienveillance, je trouve qu'avec la bienveillance, on peut tout faire. Enfin, même si des fois il faut dire des choses, déplaisantes, tant que c'est dit de manière bienveillante, je trouve que ça, c'est important. Donc créativité, persévérance, adaptabilité, bienveillance. Moi, je pense que c'est pas mal. Et est-ce que peut-être tu peux nous parler d'une transformation que tu as vue chez une de tes clientes, hein, sans forcément nous la citer, mais une transformation suite à ton accompagnement où tu as vraiment vu un effet «waouh» entre guillemets entre le moment où tu as rencontré cette personne et le moment où tu l'avais accompagnée? Tout à fait. Ouais, là, j'en ai tout de suite une qui m'est venue en tête. Du coup, en fait, cette personne m'a contactée parce qu'elle allait créer son écurie. Donc, elle avait pas encore de page Insta, rien du tout. Là, elle en était à l'étape, business plan, donc plus, avant. Et elle m'a dit: «Bon, ben, là, je vais aller à la banque, donc il va falloir quand même que ça bah, que je commence à communiquer dessus», puisque l'idée, ce serait que, même quand on fait les travaux, on commence déjà peut-être à avoir des pré-réservations pour le moment où on va ouvrir l'écurie. Ça rend la chose quand même vachement plus sereine de se dire: «Bah, tiens, on ouvre, en juin et on a déjà 4 réservations». Donc on a créé la page Instagram de zéro. Donc elle avait pris la plateforme de formation et 6 coachings. Donc ouais, elle avait 6 coachings, avec moi, qu'on en faisait un par mois. On a créé la page Insta de zéro et au fur et à mesure justement, bah, qu'on a avancé, elle m'a dit: «Ah bah là, j'ai déjà une pré-réservation. J'ai une fille qui m'a contactée sur Insta qui est à 10 minutes de l'écurie». Donc c'est génial parce que c'est vrai que pour une écurie, le côté local est hyper important. On va pas traverser la France pour aller mettre son cheval, en pension. Quelques jours après, elle me dit: «Ah bah, j'en ai une deuxième et en fait, ça lui a permis vraiment d'ouvrir l'écurie avec déjà il me semble 4 ou 5 pensionnaires. Donc elle m'a dit: «C'est déjà largement suffisant, même en termes d'intégration, et tout». Et puis en fait, chaque mois, elle avait de nouvelles personnes qui arrivaient et là, du coup, ça fait 1 an et demi, 2 ans, et donc je suis allée la voir en vrai, et donc en fait, ça, c'était hyper fort comme moment puisque du coup, quand je suis arrivée sur place, que j'ai vu les chevaux ensemble, que j'ai vu les propriétaires des chevaux en train de discuter, de rigoler ensemble, là, ça a aussi, rendu mon métier un peu plus concret dans le sens où je suis souvent derrière mon écran et là, je suis en train de remettre plus d'humain parce que justement, j'en ai marre de m'enfermer chez moi. Mais là, en fait, de voir ça en vrai, je me suis: «Oh waouh, OK. Là, c'est incroyable». Elle m'a dit: «Franchement, j'ai trouvé toutes mes clientes, à part peut-être une, via Instagram». Donc enfin, là, je me suis dit: «Ah ouais, OK, c'est incroyable, de le voir aussi en vrai». Et du coup, je pense que c'est la transformation la plus, enfin, c'est celle en tout cas là tout de suite qui m'est venue la plus marquante. Ou quand des fois on me dit: «Bah, ça y est, je peux enfin, lâcher mon job salarié parce que j'ai doublé le nombre de cours que j'ai par mois. Donc, l'objectif qu'on s'était fixé au début, bah, ça y est, il est atteint et ça va encore, avancer». Ça pour moi, ça c'est les plus belles victoires parce que, enfin, je le fais pas pour moi, je le fais vraiment pour elles, pour enfin, qu'elles se disent: «Waouh, ça y est, mon écurie, elle est remplie, elle fonctionne, il y a de la vie». Enfin, ça, je trouve ça génial. Et là, aujourd'hui, ouais, le compte, il a 2 ou 3 000 abonnés. Donc pour un compte qui partait de zéro, enfin, en termes d'abonnés, c'est beaucoup. Et puis au-delà du nombre d'abonnés, puisque ça, enfin, c'est plus la qualité que la quantité qui compte, des abonnés. Mais il se passe toujours plein de choses. Enfin, son compte Instagram, il est vivant, son écurie, elle est vivante et puis du coup, elle est aussi beaucoup plus sereine et ça, franchement, c'est génial. Enfin, le fait d'y être allée en vrai, j'étais en waouh, c'était hyper fort comme moment. Oui et puis tu te rends compte effectivement que ton travail a du sens et que tu as vraiment pu aider cette personne à atteindre son objectif d'ouvrir une écurie et de pas avoir entre guillemets, trop de doutes. Il y a toujours des doutes, mais d'avoir, voilà, des pensionnaires dès le départ, donc de savoir que voilà, on m'a entendu, je suis là, on m'a vu, j'ai des personnes qui me font confiance pour me laisser leurs chevaux. Tout à fait. Et c'est vrai que de temps en temps, là, je reçois aussi des messages parce que c'est vrai que ça prend plus ou moins de temps, ça dépend, bah, ça dépend de beaucoup de choses, hein.
Mais là, j'ai une cliente qui me dit: «Oh ça y est, regarde là, je viens de dépasser la barre de 4 000 abonnés, puis au-delà de ça, j'ai des clients tous les mois qui arrivent via Insta, donc tout ce qu'on a mis en place, ça y est, ça porte ses fruits». Parce que c'est vrai qu'en général, la première étape sur Instagram, ça va déjà être d'être visible. Ensuite, ça va être de créer la confiance et ensuite, on va faire passer les gens, à l'achat, à l'action. Mais, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Enfin, ce serait mentir de dire que, là, si on commence quelque chose dans 2 jours, le nombre de clients a doublé, enfin ça, je trouve que ah oui, l'honnêteté, du coup, dans mon métier, je trouve que ça, c'est important aussi, heu, comme qualité, puisqu'on voit aussi plein de trucs un peu, bullshit. On dit: «Oui, tu vas faire une story, tu vas gagner 10 000 €», bah, moi, j'aimerais bien, du coup, je sais pas quelle story faire pour gagner 10 000 € en vrai. Si quelqu'un a le secret, je le veux bien. Je veux bien aussi du coup. Tu m'étonnes. Et selon toi, pourquoi est-ce que le monde équestre a besoin de cette communication professionnelle? Et est-ce que, justement, ça peut aider à renforcer la crédibilité des professionnels, du monde du cheval? Alors oui, tout à fait, pour moi, ça va appuyer sur la crédibilité. Ça va aussi permettre d'avoir une vitrine et alors je sais pas trop comment dire ça, mais c'est vrai que souvent quand on se base sur le bouche à oreille, le bouche à oreille, ça peut tout aussi bien être positif que négatif. Alors que si quelqu'un fait que de critiquer une écurie et cetera, mais qu'en arrivant sur le compte Insta, on voit quand même qu'il y a des clientes qui disent que c'est génial, que en fait, ça va aussi asseoir quelque chose qui est là, qui est posé, enfin qui assoit cette crédibilité-là et j'ai oublié le début de ta question. Pourquoi est-ce que le monde équestre a besoin, justement de professionnaliser sa communication? Bah, déjà pour montrer, je pense qu'on peut faire les choses différemment, parce que moi je touche souvent plus des clientes qui sont dans tout ce qui va être, travail à pied, énergétique, manière enfin méthode positive et pas, tu fous 3 coups de cravache à ton cheval s'il veut pas sauter et il en gros, il va quand même y aller quoi. Donc montrer aussi qu'on peut faire les choses différemment et de manière, douce et qu'on n'est pas forcément un extraterrestre parce qu'on veut d'abord passer du temps à pied à côté de son cheval. Et je pense, pour, ouais, faire passer des messages aussi, bah, de tout ce qui est possible de faire et puis pour montrer à tous ces propriétaires qu'il y a quelqu'un quelque part qui va pouvoir les aider et pour les professionnels, à l'inverse, il y a quelqu'un quelque part qui a besoin d'eux, de leur méthode aussi et du coup, ça va être plus rassurant de le voir concrètement plutôt que de l'imaginer. Parce que dans les moments compliqués, on a besoin de se raccrocher à quelque chose de plus concret. Bien sûr. Et donc depuis 2023 que tu t'es lancée à plein temps dans cette aventure, qu'est-ce que tu as appris sur toi? Est-ce qu'il y a des choses qui, grâce à ce passage à l'entrepreneuriat justement, se sont développées ou tu t'en es rendu compte? Déjà, je me suis rendu compte que j'étais très disciplinée, parce que j'ai plein d'amis qui m'ont déjà dit: «Mais comment tu fais pour travailler depuis chez toi?» Enfin, en vrai, je pourrais tout aussi bien regarder Netflix toute la journée que travailler sur mon ordi. Donc la discipline, ça, c'est vraiment quelque chose que je me suis rendu compte que oui, enfin, je suis vraiment, disciplinée et déterminée aussi, puisque du coup, forcément, en 3 ans, il y a eu des moments de haut, des moments de bas, mais à chaque fois, je vois quand même la lumière, on va dire, au bout du tunnel et je me dis: «Non, mais je sais pourquoi je le fais et je vais pas tout lâcher maintenant». Après, je pense que ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que j'ai des copines, du coup, entre-temps, qui se sont aussi lancées, à leur compte et j'en ai certaines qui m'ont dit: «Oui, en fait, ça m'a inspirée de voir, que toi, tu as osé tout quitter pour aller dans un métier». En plus, au début où les gens me disaient: «Ah oui, bah, tu vas faire enfin, c'est pas un vrai métier ou tu vas être influenceuse». Non, je vais pas être influenceuse. Donc c'est de pouvoir aussi, je sais pas si c'est montrer l'exemple, mais en tout cas inspirer, les personnes que j'aime à aussi se créer la vie, qu'elles ont envie, vraiment et pas juste, rester dans un truc parce qu'il faut rester et parce que c'est comme ça. Et il s'est passé tellement de choses aussi, bah, le fait d'avoir pu, réaliser mon rêve d'avoir ma chienne, puisque moi je me voyais pas avoir ma chienne si je faisais 8 heures 18 heures toute la semaine et qu'elle était toute seule toute la journée. Enfin, en tout cas, c'est pas ma vision d'avoir un chien. Donc là, je vis toutes mes meilleures aventures, avec elle et ça, c'est incroyable. C'est génial et toujours enfin, je pense que je me suis découvert aussi que je peux toujours me réinventer. Enfin, que des fois, il y a quelque chose qui me plaît plus, bah, du coup, je peux faire autre chose et en fait, enfin, je vais toujours rebondir. Ça, je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai appris que même si des fois j'ai l'impression que je vais pas rebondir, mais au final, je finis toujours par rebondir et je pense que c'est un peu pareil pour toutes les situations, que ça soit dans le professionnel, que ça soit dans le perso, que ça soit dans plein de domaines et j'ai pu vivre aussi des aventures exceptionnelles. Par exemple, j'étais partie au Canada dans un ranch, en 2025 grâce à une de mes clientes justement pour qui je créais du contenu au début et quand elle m'a annoncé qu'elle faisait une immersion, bah, je me suis dit: «Oh, bah, j'ai toujours rêvé de faire ça» et en fait, ce métier aussi m'a ouvert la porte vers certains de mes rêves. Là aussi, normalement, cet été, je devrais aller dans les Pyrénées, à cheval
Donc ça, enfin, moi, la montagne, faire du cheval, c'est incroyable, découvrir le monde, donc ouais, je pense que malgré tous les rebondissements qu'il peut y avoir quand on est entrepreneur, en tout cas, je trouve que ça vaut vraiment la peine et j'ai fait des rencontres surtout qui sont, mais exceptionnelles. Enfin, aujourd'hui, j'ai des personnes qui, à la base, étaient vraiment juste des clientes, qui sont vraiment devenues les personnes que j'aime le plus, enfin, qui font partie de mon cercle, très, très proche et ça, c'est la meilleure, des choses, je pense. Et comment est-ce que tu vois l'évolution de ton rôle? Déjà, je le vois, à plusieurs. Enfin, je trouve que ça, c'est j'ai plus envie de faire les choses seule de mon côté. Ça fait du coup un moment que je travaille déjà avec, Prune de Plum Communication et du compte aussi Plum Vidéo. On s'est rencontrés en vrai, au début, on a cru qu'on était concurrents parce qu'on faisait le même métier sur le papier et au final, on est hyper complémentaires. Donc là, on est en train de créer une plateforme de formation toutes les 2 aussi avec nos 2 visions et cetera et je trouve que ça rend la chose beaucoup plus riche et à terme, j'aimerais bien même qu'il y ait plusieurs corps de métier, par exemple des personnes qui créent des sites internet dans le monde du cheval, enfin qu'on crée un écosystème, communication digitale à large échelle, site internet, podcast, communication sur les réseaux, newsletter et cetera et qu'on soit à plusieurs pour que ça soit encore plus complet et qu'il y ait justement moins de charge mentale puisque c'est réparti entre plusieurs et surtout créer un jour un lieu d'accueil où il y aurait des chevaux et on pourrait venir faire des stages et pour remettre du vrai aussi dans tout ça, parce que je trouve qu'on passe beaucoup, beaucoup de temps sur nos écrans et nos téléphones. Mais c'est très important de se rappeler que la vraie vie, c'est pas forcément, les trends qu'on voit justement sur Insta. Je pense que ce serait ça, la façon dont je verrais, l'évolution. Puisque moi, j'aime bien quand même garder cette partie-là, mais que les gens puissent se former à leur rythme aussi et ouais, que ça puisse répondre à leurs objectifs de vie, à chacune, ça serait idéal. C'est des très beaux projets en tout cas. Et est-ce que tu as peut-être des projets, on va dire à plus court terme, des choses dont tu voudrais nous parler? Alors déjà, bah, la formation qu'on va sortir toutes les 2 avec Prune, là, on est en train de travailler dessus, on a déjà bien, bien avancé, mais c'est pas encore totalement terminé. Aussi, je vais faire une journée avec une photographe, du coup, en Alsace. On va faire une journée toutes les 2 en présentiel. Là, pour l'instant, on n'a pas encore annoncé, officiellement, mais ça ne saurait tarder. Du coup, selon la date, du podcast, peut-être que ça arrivera bientôt ou que ça sera déjà passé, mais, on va faire un événement, oui, où on va mêler nos compétences, en fait, nos corps de métier. Du coup, ça sera, une journée avec des entrepreneurs, d'Alsace ou d'ailleurs si les gens ont envie de faire la route, bien sûr, avec plaisir, autour de nos passions et pour justement, s'améliorer les unes les autres et sinon, est-ce qu'il y a d'autres projets là tout de suite? J'essaye d'avoir un projet à la fois parce que sinon j'ai tendance à en avoir beaucoup et à m'éparpiller et après du coup, je me retrouve stressée et j'ai trop de charge mentale et je me dis: «Non, un à la fois», parce que du coup, sinon mes projets aussi perso, c'est de passer plus de temps avec Good Day, mais vraiment, enfin, de faire au moins une balade avec elle, chaque semaine et pouvoir, ralentir en fait. Parce que jusqu'ici, j'ai beaucoup couru, que ça soit après le temps, après l'argent, après plein de choses. Et là, j'ai juste envie de ralentir et me dire, en fait, ça va bien se passer. Donc là, je suis en train de consolider des choses pour que après, ça soit plus chill, en fatigue, si possible. Et donc pour pouvoir passer plus de temps avec, ta jument et ta chienne Exactement. et partir à l'aventure toutes les 3. Exactement, c'est ça, c'est l'idée. Bah, écoute Alexia, merci beaucoup pour, cet échange, aujourd'hui. Tu as pu nous montrer que la communication, c'était pas simplement publier, du contenu sur les réseaux, mais qu'il y a une vraie stratégie, une vraie posture, une réflexion et surtout une relation de confiance avec la personne avec qui on travaille. Moi, ce que je vais retenir, c'est que derrière chaque marque, bah, il y a un vrai travail. C'est pas juste une idée comme ça d'un coup, qui est arrivée. Il y a, un travail de fond, une réflexion, l'accompagnement grâce à tes coachings et tes formations. Donc pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, si vous souhaitez, vous faire accompagner, vous faire coacher, avoir une formation, prenez contact avec Alexia. Je vous mettrai tous ses réseaux sociaux et son site, dans la description de l'épisode. Voilà, donc n'hésitez pas si vous sentez que vous avez, besoin d'un petit coup de pouce pour votre communication et développer votre activité. Merci beaucoup Alexia. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entre deux obstacles. J'espère qu'il vous a plu. Pour réagir, poser vos questions ou simplement échanger, retrouvez-moi sur Instagram sous le nom Entre deux obstacles. Le podcast revient rapidement avec de nouvelles voix, de nouvelles histoires et toujours cette même passion pour les chevaux. À très vite et d'ici là, prenez soin de vous et de vos chevaux.